Alors, ce cours concerne la sémiologie de l'insuffisance respiratoire, qui va être divisée en deux parties. Une grande partie sur l'insuffisance respiratoire chronique, aiguë, pardon, et une partie moins importante sur l'insuffisance respiratoire chronique. Alors, un petit point physiopathologique qui est extrêmement important, c'est de bien comprendre la différence qui existe entre l'hypoxémie et l'hypoxie. L'hypoxie, c'est une insuffisance d'oxygénation des tissus, c'est-à-dire que les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène, ce qui est vital pour le fonctionnement cellulaire. Alors que l'hypoxémie, c'est une diminution de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel. Et les deux ne sont pas synonymes, c'est-à-dire qu'une hypoxémie n'est pas obligatoirement liée à une maladie des poumons. Alors, c'est ce que j'ai indiqué sur ce petit schéma. On a tendance à trop penser qu'une insuffisance, une hypoxémie aiguë est liée à une insuffisance de fonctionnement aigu du poumon. Donc, dans ce cas-là, l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'apport d'oxygène aux cellules périphériques, est en rapport avec une défaillance des poumons qui n'assurent plus leur fonction essentielle, qui est de faire rentrer l'oxygène de l'air ambiant dans le système circulatoire. Donc ça, ce sont les hypoxémies, les hypoxies par hypoxémie, par exemple une pneumopathie aiguë, un œdème pulmonaire, etc. Mais dans certains cas, les cellules vont manquer d'oxygène alors que les poumons sont normaux, parce que, par exemple, le cœur ne fonctionne pas de façon correcte, la pompe cardiaque ne fonctionne pas bien, le cœur n'envoie pas assez d'oxygène à la périphérie, et cette insuffisance cardio-circulatoire est responsable d'une diminution de l'apport d'oxygène aux cellules, donc d'une hypoxie. Troisième cas de figure, les cellules n'ont pas assez d'oxygène alors que les poumons sont normaux, que le cœur fonctionne bien, mais ces cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène parce qu'il y a un problème au niveau du transport de l'oxygène, pas assez de globules rouges pour le transporter, anémie, molécule d'hémoglobine occupée par une autre molécule, par exemple dans l'intoxication au monoxyde de carbone. Et enfin, il y a un dernier cas de figure, les cellules manquent d'oxygène alors que les poumons sont normaux, que le cœur fonctionne bien, qu'il y a un taux d'hémoglobine normal et qu'il n'y a pas d'intoxication particulière. Et dans ce cas-là, la cellule est incapable d'utiliser l'oxygène pour différentes raisons, et c'est ce que l'on voit en particulier dans le choc septique. Choc septique, ce sont des désordres hémodynamiques graves secondaires à une infection. Alors le problème se complique encore parce que dans certaines pathologies, vous avez l'association de deux mécanismes. Par exemple, dans une pneumopathie infectieuse grave, vous avez d'une part une hypoxémie aiguë, parce que l'extension pulmonaire de la pneumopathie est importante, mais également, vous pouvez avoir un état de choc septique. Alors, quand on entend par insuffisance respiratoire aiguë, c'est une détresse respiratoire aiguë, on y reviendra, donc un essoufflement aigu, une dyspnée aiguë, avec par définition une hypoxémie. Alors, j'aime pas trop les critères comme ça absolus, mais c'est quand même utile d'en avoir un, et donc là, il y a un accord pour considérer qu'on parle d'insuffisance respiratoire aiguë quand la PaO2 en air ambiant est inférieure à 60 mm de mercure, et ceci de façon aiguë, parce que certains insuffisants respiratoires chroniques peuvent avoir à l'état basal une PaO2 inférieure à 60 en dehors de toute décompensation aiguë. L'insuffisance respiratoire aiguë, par définition, est liée à une défaillance du système respiratoire qui est responsable d'une altération des échanges gazeux et donc, dans tous les cas, une baisse de la PaO2. Par contre, la PaCO2 est très variable en fonction de l'étiologie de l'insuffisance respiratoire aiguë. Elle peut être diminuée, on y reviendra, par exemple dans une pneumopathie infectieuse, elle peut au contraire être augmentée dans une décompensation aiguë d'insuffisance respiratoire chronique. Mais ce qui définit l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'hypoxémie aiguë. Il y a toujours une hypoxémie aiguë. Alors, il y a différents types d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc là, on revient un peu à la physiopathologie. Premier cas de figure, mais sur des éléments définis par des éléments sémiologiques. Insuffisance respiratoire aiguë avec une hypoxémie qui est associée à une hypocapnie. Dans
l'immense majorité des cas, le mécanisme physiopathologique est un effet shunt. Alors, je sais que vous avez souvent des difficultés pour comprendre le mécanisme de l'effet shunt. L'effet shunt, ce sont des zones pulmonaires dont la ventilation est diminuée alors qu'elles sont bien perfusées. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil ça, mais comment ça peut expliquer une hypoxémie? Alors, on va prendre ce modèle où vous avez deux alvéoles et un système bronchique normal. Donc, la ventilation alvéolaire est normale. Vous avez ici le capillaire pulmonaire qui va s'enrichir en oxygène après son passage au niveau des alvéoles. Donc, ventilation normale. Dans le cas qui est à droite, la ventilation alvéolaire est diminuée parce qu'il y a, ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple une inflammation bronchique liée à un asthme aigu. Et là, la ventilation alvéolaire est diminuée et la pression partielle en oxygène dans l'air alvéolaire est diminuée. Que se passe-t-il? Eh bien, ce sang qui passe au niveau de ces alvéoles s'enrichit moins en oxygène. Donc, il y a moins de petits points rouges par rapport à ce qui se passe au niveau de l'alvéole normale. Donc, ce sang mal oxygéné va contaminer du sang bien oxygéné et c'est cela qu'on appelle l'effet shunt. Donc, c'est une hypoxémie qui est liée au fait que certaines zones pulmonaires sont mal ventilées alors que leur perfusion est conservée. Alors vous allez me dire, on comprend assez bien l'hypoxémie, mais pourquoi l'hypocapnie? Pourquoi l'hypocapnie? Parce que on n'est pas en présence d'un phénomène homogène dans tous les poumons. Il y a des zones malades avec une hypoventilation et des zones normales sans hypoventilation. Et il va y avoir une compensation au niveau des zones normales, c'est-à-dire une hyperventilation. Et cette hyperventilation va être très efficace. Donc cette hyperventilation, son but, bien sûr, c'est de faire rentrer davantage d'oxygène dans le système vasculaire, mais elle va avoir un effet collatéral qui va être la baisse de la PCO2 dans le sang circulant, parce que le CO2 est beaucoup plus diffusible que l'oxygène. Et donc cette hyperventilation va permettre d'excréter davantage, donc là c'est dans ce sens-là, davantage de CO2. Donc c'est pour ça que dans les maladies pulmonaires aiguës par effet shunt, ou même chroniques d'ailleurs, la PCO2 est diminuée. C'est par hyperventilation compensatrice des zones pulmonaires saines. Donc retenez bien que dans cette maladie, il y a du poumon pathologique avec des zones hypoventilées bien perfusées et des zones normales avec une ventilation normale, une perfusion normale. Alors, quelles sont les causes d'un effet shunt? Alors, on va faire assez simple, parce que vous ne connaissez pas encore les différentes pathologies respiratoires, mais de façon très simple, qu'est-ce qui peut entraîner une baisse de la ventilation alvéolaire? Tout d'abord, un problème en amont, c'est-à-dire une obstruction bronchique aiguë. Par exemple, une inflammation bronchique aiguë avec un spasme, c'est ce qu'on appelle un asthme aigu grave, ou bien une exacerbation d'une bronchite chronique obstructive. Donc là, ça ne se passe pas au niveau des alvéoles, ça se passe au niveau des bronches. Mais il peut s'agir également d'une maladie aiguë des alvéoles qui sont remplies d'eau, comme dans l'œdème pulmonaire, de liquide purulent comme dans une pneumonie infectieuse, ou même de sang dans certaines pathologies caractérisées par une hémorragie alvéolaire. Donc on a vu l'effet shunt. Donc l'effet shunt, c'est la grande cause de l'insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxémie, hypocapnie. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est constitué par des anomalies de la diffusion alvéolo-capillaire. Donc là, les bronches et les alvéoles sont normales, mais au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, il y a un problème, un épaississement qui va altérer la diffusion de l'oxygène des alvéoles vers les capillaires pulmonaires. C'est ce qui se passe en particulier dans ce que l'on appelle les œdèmes pulmonaires lésionnels, où il y a une atteinte de la barrière alvéolo-capillaire. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est un effet shunt. Comme l'hypoxémie est associée à une hypocapnie réactionnelle, c'est très facile de faire un diagnostic d'effet shunt en faisant la somme de la PaO2 et de la PaCO2 qui est inférieure à 120. Parce que l'hypoxémie est accompagnée
d'une hypocapnie. C'est vrai également pour les anomalies de la diffusion alvéolo-capillaire. Donc là aussi, cette hypocapnie, il faut bien comprendre qu'elle est réactionnelle. Elle est due à l'hyperventilation des zones pulmonaires saines. Alors, deuxième grand mécanisme d'insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxémie, c'est l'association d'une hypoxémie et d'une hypercapnie, qui est définie par une PaCO2 supérieure à 45. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, l'altération des échanges gazeux est globale. Cette altération concerne tous les poumons, tout le système pulmonaire. Et donc, dans ces cas-là, les alvéoles dans leur ensemble, pour des raisons que nous allons voir, sont mal ventilés. Donc il ne peut pas y avoir par définition, il ne peut pas y avoir d'hyperventilation compensatrice puisque le mécanisme physiopathologique est une hypoventilation alvéolaire globale. Et dans ce cas-là, la somme PaO2 plus PCO2 est supérieure à 120. La PaO2 diminue d'autant plus que la PCO2 augmente. C'est une hypoventilation globale. Il n'y a pas de zone pulmonaire avec une ventilation normale. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner une hypoventilation alvéolaire globale? Et il faut reprendre le système respiratoire dans son ensemble. Ça peut être une altération de la commande ventilatoire centrale au niveau du tronc cérébral, comme par exemple dans un coma. Ça peut être une anomalie de la transmission de l'influx nerveux entre le cerveau et les muscles respiratoires. Ça peut toucher la moelle épinière, les nerfs phréniques, la jonction neuromusculaire. Donc il y a différentes maladies qui peuvent être responsables de ce problème. Il y a également des myopathies aiguës. Et enfin, ça peut être la paroi thoracique qui est altérée, par exemple, dans un traumatisme thoracique grave avec des fractures de côte.